On est ravis de l'accueillir. Il s'appelle Olivier Béra. Il est alsacien. Sous ce chapeau d'Indiana Jones, un homme qui a du cœur. Vous êtes également un spécialiste mondial du crocodile et surtout un ardent défenseur de la nature. Vous avez créé 2 ONG. La première, Man and Nature, et la seconde qui serait quasiment la traduction de la première, L'homme et l'environnement. Ce sont des ONG qui ont quelle vocation ? La vocation de l'homme et l'environnement au début, à Madagascar, a été de trouver des solutions aux problèmes environnementaux. Vous avez parlé des crocodiles, et c'est vrai que mon premier métier a été de travailler sur les crocodiles. Et quand on travaille sur les crocodiles en Afrique centrale, au Congo, au Gabon, dans les marécages, tout ce qu'on veut, en fait, les crocodiles, ça gêne les gens parce que c'est difficile de vivre avec les crocodiles quand on sait qu'ils mangent le bétail, quand ils détruisent aussi, ils bouffent des gens et des choses comme ça. Donc la seule solution pour conserver les crocodiles qui ont un rôle écologique super important à jouer dans la nature, je veux dire, il faut savoir que dans des rivières où il y a des crocodiles, il y a souvent plus de poissons que dans les rivières où il n'y a pas de crocodiles. Eh bien, il fallait leur trouver une valeur. Et j'ai travaillé avec l'industrie du luxe, l'industrie du cuir, pour dire, OK, il faut qu'on arrive à valoriser les crocodiles pour bien les gérer, pour qu'ils restent dans la nature. Et tout ça, c'était le programme qui a été mis en place au début. Alors justement, envoyé spécial, vous consacrez d'ailleurs un excellent reportage sur votre passion pour les crocodiles. Voilà ce qu'il en ressortait, regardez. Je suis un passionné de crocodile et qui est devenu, simplement par passion, un des plus grands spécialistes de crocodile au monde, on peut le dire. Mais en démarrant tout petit, je veux dire comme soigneur d'animaux aux eaux de Vincennes. Après, j'ai pu rentrer au Muséum national d'histoire naturelle. Et je suis devenu reconnu par le monde, non pas parce que j'étais un grand scientifique, simplement parce que j'ai été dans des endroits où personne n'avait jamais été allé. Olivier Béra a passé plusieurs années sur les fleuves africains à côtoyer les crocodiles. Il découvre Madagascar en venant observer l'unique espèce qui vit dans des grottes. Et voilà la difficulté, ça a été de faire accepter à la population la présence d'un mangeur d'hommes. Voilà, c'est le prédateur absolu. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette entente finalement entre l'homme et le crocodile ? Et on a travaillé avec des élevages qui ont récupéré des œufs de crocodile dans la nature. Il y a beaucoup de mortalité dans la nature des œufs. Et donc on a mis en fait ces œufs dans des élevages en contrôlant la température. Donc ça c'était mon boulot, mon expertise, pour arriver à faire qu'en fait les crocodiles qui mouraient dans la nature, on les élevait dans des élevages qui ont fait effectivement des sacs à main. Mais le résultat, c'est qu'on payait les paysans pour les œufs de crocodile. Et ils pouvaient en vivre. Et du coup, ils étaient contents d'avoir des crocodiles et ils se sont organisés pour plus avoir de risques avec les crocodiles. Nous, on garde bien les voitures sur les routes, je veux dire, parce qu'elles nous rendent service aussi. Donc les crocodiles sont devenus un vrai outil économique. Autre programme que vous avez mis en place aussi à Madagascar, ce sont les huiles essentielles. Eh bien oui, la problématique de la forêt malgache était la même. Les forêts partent en fumée parce que les gens n'en voient pas la valeur, parce qu'ils voient juste de la cendre pour faire de la culture sur brûlis. Et donc l'idée était la même. Si on arrive à valoriser les feuilles des arbres, eh bien les gens ils vont plus couper les arbres, c'est aussi simple que ça. Donc on a mis en place des unités de distillation d'huile essentielle qui permettaient aux gens d'avoir la plus-value des feuilles. Donc c'est un long processus et le résultat il est là maintenant, il est absolument génial. Parce que bon, ça a pris 10 ans. Ce sont les images qu'on est en train de voir là, voilà, c'est assez étonnant avec énormément de feuilles. On fait ce tout petit bidon. Eh ben il faut effectivement, il y a plein de plantes où il faut 1 tonne de feuilles pour faire 1 kilo d'huile essentielle. Par contre après ça a une valeur qui est beaucoup plus importante et c'est ce qui nous permet, je veux dire, de créer des revenus pour les gens tout en les incitant à préserver les arbres. Quand vous êtes arrivé à Madagascar en leur disant voilà ce qu'on va faire, on va créer ça, on va mettre un alambic, on va créer de l'économie et de l'argent, on vous a pris au début pour un fou, pour le Messie ? Pour un fou. Ouais. C'est pas possible, on croit pas. Et c'est pour ça il faut plusieurs années, il faut travailler longtemps sur place, il faut travailler avec des ONG locales, il faut travailler avec des communautés locales et savoir les mettre en confiance. Donc il y a des tenants et des aboutissants, c'est pas facile de trouver les marchés, il faut apprendre à contrôler la qualité, mais tout ça maintenant se fait et fonctionne pour de vrai à Madagascar de façon autonome à l'heure actuelle. Et aujourd'hui ces huiles essentielles, vous les vendez, en tout cas elles peuvent être commercialisées sur le marché français auprès de parfumeurs, dans la cosmétique. Alors ça part en cosmétique, on a des très grandes marques, je veux dire, qui utilisent ces huiles essentielles. On a parlé d'envoyé spécial de Chanel, il y a Yves Rocher qui les utilise. Et maintenant j'ai un copain alsacien, je veux dire, qui a travaillé avec moi pour aussi arriver à les mettre c'est un désinfectant, c'est très puissant, je veux dire, pour désinfecter l'atmosphère. Des herbes et des huiles de Madagascar. Ça c'est une huile de Madagascar, de l'Ouest malgache, qui sert à désinfecter l'atmosphère, qui est un tonifiant. Et en fait vous utilisez ça et ça vous tue tous les microbes de la maison. Alors votre curiosité est très importante, comme le démontre ce travail que vous avez fait auprès de l'araignée Néphila. Regardez. Le fil de cette araignée servait du temps des rois, était tissé. C'est-à-dire qu'avec ça, ils faisaient des toiles et c'est assez extraordinaire. Ce fil est tellement solide, il sert maintenant en chirurgie aux États-Unis
il est utilisé parce qu'en fait, il est hypoallergénique. Comme c'est un matériau totalement naturel, si tu veux, pour la chirurgie réparatrice, il ne fait pas du tout d'allergie. L'armée américaine travaille dessus pour faire des gilets pare-balles. Donc en fait, à la place d'avoir un gros truc lourd, tu te retrouves avec un petit gilet, je veux dire, tout fin et tout mignon et hyper solide. Parce que ce fil est hyper solide. Voilà Olivier Béra, ça c'est un autre développement économique qui serait possible pour l'île. Oui, bien sûr, il y en a déjà qui se fait du tissage à partir de ces araignées. La nature est pleine de ressources et ces ressources sont fondamentales. Vous avez des plantes médicinales qui servent pour l'industrie pharmaceutique et quand les forêts partent en fumée, c'est notre patrimoine à nous, du patrimoine international qui part en fumée. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut aider Man and Nature ? Il y a plusieurs moyens. Il y a sur Man and Nature, si vous allez sur manandnature.org, vous pourrez voir, il y a un crowdfunding, un financement social participatif. Voilà, comme avec Vincent, on va en parler dans quelques instants. Donc, qui permet aux gens de s'impliquer dans des projets de terrain. Vous pouvez aussi aller sur le site de Christophe, qui est Saro Bio, c'est assez facile. Saro, c'est cette huile essentielle, sarobio.com. Et donc, d'arriver à contribuer, je dirais, à ces produits-là. Maintenant, c'est possible et c'est ce qu'on essaye de faire.